Tates, Mames streben, sehr Kinder euch zu geben, weil das ist die größte Freude bei sei. Vous écoutez l'émission Yiddish Heint, le Yiddish présent, produite par la Maison de la Culture Yiddish, Bibliothèque Medem, présentée aujourd'hui par Gilles Rosier et réalisée par Daniel. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Noémie Weisfeld, chanteuse, interprète, que Noémie, nous n'étions pas vus depuis quelque temps. Je me souviens du temps où vous fréquentiez la Maison de la Culture Yiddish, entre autres pour vous délier la langue en ce qui concernait la langue yiddish. Et j'ai vu dans votre biographie que vous aviez été pédagogue à la Maison de la Culture Yiddish. Alors ça, je ne m'en souvenais pas. Vous avez donné des cours de théâtre, c'est ça ? Exactement. J'ai rencontré Charlotte et Alik Messer qui animent et dirigent la compagnie du Troim Theater. J'étais vraiment très très jeune et Charlotte m'a fait l'immense confiance de me transmettre son atelier théâtre parce que la compagnie était très occupée par les créations des pièces. Et donc j'ai enseigné le théâtre. Je devais avoir 22 ou 23 ans et je me suis retrouvée avec une classe, ce qui en fait m'a surtout liée à la Maison de la Culture Yiddish. Comme vous le disiez, en ce moment j'y suis beaucoup moins, mais mon cœur y reste. Eh bien, c'était un épisode que j'ai oublié. Pourtant, à l'époque, j'en étais directeur, si je ne m'abuse. Voilà, du temps a passé. Je n'ai pas rajeuni non plus. Et vous êtes ici dans nos studios parce que le 5 mars est paru un nouvel album qui s'appelle Soul of Yiddish. Soul of Yiddish, l'âme de Yiddish. Die Neshume von Yiddish, on dirait. Exactement. L'âme en Yiddish et dans la tradition juive, c'est une thématique importante. Et c'est loin d'être votre premier album. Alors, en regardant votre discographie, j'ai vu que vous aviez fait preuve d'un éclectisme extraordinaire. Vous avez commencé en 2012, c'est ça, par un disque en yiddish et en russe. Oui, exactement, Kalima. Il s'appelait Kalima. Mais est-ce que Kalima, c'est Kolima ? Exactement. La Kolima, C'est la Kolima, je l'ai appelée volontairement Kalima, avec le son A, parce qu'en russe, un O non accentué se prononce A. Et en fait, c'est Kalima. Donc, ce O de Ko, parce que ça s'écrit Kolima, oui, sonne A. Et j'ai eu envie de lui donner la phonétique la plus proche de sa réalité. Donc la Kalima, c'est cette région de Sibérie septentrionale où il fait à peu près moins 40 ou moins 50 degrés l'hiver et qui est devenu le paradigme du goulag. Ça a été Exactement. un vaste lieu où il y avait de nombreux camps. Exactement. Et beaucoup de travailleurs pour le Bielamor Canal qui n'a absolument rien donné, c'est-à-dire énormément de travailleurs qui ont soi-disant œuvré pour fabriquer dans les camps nombreuses choses qui n'ont jamais évidemment vu le jour. Pour la construction du socialisme. Mais alors, quel rapport à l'époque avec le yiddish, ces chants russes de prisonniers ? Alors, des chants russes de prisonniers sibériens qui ont été ramenés en France par Dina Vierny, d'où que j'avais collaboré avec le musée Mayol et la fondation Dina Vierny, ce qui avait été le départ pour moi de comprendre que j'aurais toujours envie, enfin jusqu'à présent c'est encore le cas, d'allier la musique et mes recherches avec les autres arts. Et Dina Vierny a ramené ses chants de prisonniers sibériens et j'ai eu envie de mettre en miroir des chants de mauvais garçons, si je puis dire, en yiddish. Donc c'était une alliance de chansons imaginaires. Je n'ai pas voulu historiquement valider quelque chose, mais je les ai fait résonner ensemble. C'est deux langues, comme je fais souvent. Et ces deux langues que vous connaissiez avant de chanter dans ces deux langues ? Alors le russe, ça a été ma 3e langue au lycée. Je l'ai beaucoup travaillé. Ensuite, je suis allée à la Sorbonne, où j'étais extrêmement motivée et où je me suis fait assez rapidement fait dépasser par ceux qui étaient langue 1, voire russe. Et une fois que j'ai eu mes premiers examens, c'était le DUG encore à l'époque, je me suis dit, bon, s'il faut que je travaille, j'en suis capable, mais maintenant je vais me concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le théâtre et la musique.
Donc le russe, oui, je le lis, je l'écris, je l'ai énormément perdu. J'ai beaucoup de mal à tenir une conversation maintenant, ce qui me désole. Mais je comprends tout ce que je dis et dès que je travaille la langue, j'essaie vraiment d'être au service autant que possible, comme une chanteuse lyrique plutôt, qui pour un opéra, même sans connaître la langue, essaierait de s'immerger au maximum. Et le yiddish, c'était le tout début de mon apprentissage à la Maison de la Culture Yiddish, puis à l'INALCO avec Yitzhak. Et là, c'est Yitzhak pareil. Niborski, non? Yitzhak Niborski, c'est vrai que je ne dis même pas son nom de famille parce que je me sens à la maison. Ah bah, les gens qui connaissent le yiddish, quand on dit Yitzhak, ils savent forcément de qui il s'agit, mais les auditeurs de la radio, c'est pas Tout à absolument fait, sûr. c'est bien de le redire. Et là, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que quand j'ai démarré, je disais que je n'allais chanter que dans les langues que je maîtrisais très bien. J'ai finalement rebroussé chemin, c'est-à-dire que la musique est trop vaste pour que je m'impose la même rigueur et la même exigence linguistique que celle que j'applique pour le chant, pour la musique, pour le théâtre. Je ne peux pas tout faire. Donc j'essaie simplement d'être rigoureuse et pour chaque projet de me faire accompagner linguistiquement autant que possible. Et le yiddish, c'est une langue familiale ou elle est tombée du ciel comme ça? Familiale évidemment, puisque mes grands-parents venaient de Pologne et de Russie, des deux côtés. Mais mes parents, qui m'ont eu tardivement et qui sont nés dans les années 45, eux ne la parlent pas. Donc, ils connaissent des mots. Je pense que nombre d'auditeurs se reconnaîtront dans ces histoires-là. C'est-à-dire, c'était l'assimilation, les changements de prénoms, les naissances en zone libre. Et ce yiddish qui était presque oublié et en même temps omniprésent et traumatique. Une langue qu'on essayait de taire, même si on n'y arrivait pas toujours. Voilà. Alors, ensuite, donc déjà dans ce premier disque, on sent l'attrait pour le multiculturel, le passage des frontières culturelles et linguistiques. Exactement. Alors dans le deuxième, en 2015, qui s'appelait Alfama, carrément, vous chantez du fado. Mais pas en portugais, le fado. Ouais. Vous le chantez en Yiddish. yiddish. Voilà. Alors, qui est-ce qui vous a traduit des textes pour que vous puissiez chanter du fado en yiddish? Justement, j'ai eu la grande chance que Yitzhak Niborski Toujours le même. me suive. J'ai évidemment pensé à lui tout de suite, bien sûr parce que c'était mon professeur, mais aussi par ses origines, puisqu'il est né à Buenos Aires. Et je me suis dit, lui aussi, il a en lui plein de langues, plein d'histoires, et une familiarité, pas avec le portugais directement, mais je lui en ai évidemment parlé tout de suite, et il m'a dit, c'est un peu bizarre ton idée, il faut que tu m'expliques mieux, mais je suis d'accord. Et il a traduit tous les chants, qui sont des chants qui appartiennent au répertoire d'Amalia Rodriguez. J'en chante des petits bouts en portugais quand même, mais j'ai beaucoup réfléchi à ce projet, pourquoi cette nécessité de chanter du fado en yiddish. J'ai plein de réponses. Mais Yitzhak m'a accompagnée là-dessus et c'est une grande chance. Parce que le fado, c'est quand même une culture extrêmement nostalgique, mélancolique. Est-ce que pour vous, le yiddish, c'est mélancolique? C'est une bonne question. Parce qu'avec Soul of Yiddish, il y a des choses nouvelles qui apparaissent. Mais à l'époque d'Alfama, oui, évidemment. Mais ce n'est pas que cette émotion particulière, même si le mot du fado, en fait, il y a l'équivalent en polonais, le zal, qui est ce sentiment assez inexplicable et intraduisible, et comme souvent en yiddish aussi. C'est difficile à dire, c'est un mélange en effet de nostalgie, de destin inébranlable et en même temps de grande joie et de grande pulsion de vie. Quelque chose d'un mélange comme ça qui quand même fait largement penser à ces âmes slaves et d'Europe de l'Est et yiddish. Et puis après, il y a plein de raisons de similitude pour moi entre le fado et la musique d'Europe de l'Est, pour dire les choses largement. En général, c'est vrai que ce sont des musiques qui sont connectées directement vers l'âme, justement, soul. Puisque on parlait de nostalgie, j'ai vu que dans la liste des chansons que vous chantez dans Soul of Yiddish, il y a Die Goldene Pave. Et Die Goldene Pave, qui veut dire le pan doré. Et en fait, c'est le symbole de la nostalgie en yiddish.
Et de la culture yiddish. Et de la culture yiddish aussi, Oui. ouais, c'est vrai. Alors peut-être que culture égale nostalgie. Ouais, chez les juifs ashkénazes, c'est peut-être pas faux, effectivement. Donc après, on passe à 2019, où vous avez sorti un disque en russe et en français cette fois. Oui. Donc c'est la première fois que vous aviez vraiment des chansons totalement en français. Oui, la première fois que je chantais en public en français, c'est-à-dire en dehors de ma chambre, comme si il m'avait fallu ces 3 premiers albums pour réaliser qu'en fait j'étais quand même française et que ma langue maternelle c'était le français. J'avais beau dire les langues émotionnelles que sont pour moi le yiddish et le russe, ce qui est vrai, comme si dans ces langues-là je pouvais dire l'intime, l'âme, les sentiments, mais pas en français. Et il m'a fallu ce temps-là. Après ce disque, il a une histoire un petit peu particulière. D'abord, c'est le 3e volet, finalement, d'un triptyque de chants d'exil. C'est ça que représente Kalima, Alfama, Zimelia. Donc russe, fado et russe au français. Oui, on pourrait dire aussi un exil masculin au départ, un exil plus féminin avec les femmes qui, elles, sont restées quand l'homme est parti par les mers ou qu'il est en prison. Et le 3e, c'est plutôt l'arrivée sur la terre d'aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on dépasse cet état d'exil ? Sur le moment, j'en ai très peu parlé, mais en fait, c'est un disque qui est dédié à ma sœur que j'ai perdue. Et cet exil intérieur dont je parle, c'est l'arrachement de ne plus la voir. D'où le français aussi. Et que veut dire le titre ? Donc vous me rappelez le titre ? Zimelia, ça Zimelia. veut dire la terre en russe. La terre en russe. Sur quelle terre est-ce possible de survivre ? D'accord. C'est ça Entendu. que signifie ce disque pour moi. Alors, parce que le fado, pour vous, c'est un chant de femmes qui parlent à leur mari au loin, c'est ça ? Évidemment pas que. Oui. Il faudrait quand même pas oublier les magnifiques chanteurs de fado. Mais moi, j'en ai pris ce filtre-là, cet aspect-là. Il y a beaucoup de femmes qui m'accompagnent, qui sont mes muses à moi. Il y a eu Dina Vierny, il y avait Amalia Rodriguez. Et encore une fois, comme Dina qui s'est heurtée à ces prisonniers qui ne pouvaient s'exprimer, qui a été sauvée par Mayol, le sculpteur, eh bien Amalia, elle a été sauvée elle aussi de la dictature de Salazar, donc ces femmes qui ont fait beaucoup. Amalia, elle a aussi donné au fado cette dimension poétique. Ça a été la première à chanter sur de véritables poètes, à faire une sorte d'intelligentsia possible, c'est-à-dire d'élever le fado pour que ce soit reconnu comme un art à part entière. Et tout ça pour dire que je crois qu'après m'être baignée dans ces chants d'hommes, j'ai eu besoin de chanter les femmes. Je l'ai réalisé après. Sur le coup, c'est des intuitions très fortes, des envies, et c'est ensuite que je réalise ce que je suis en train de faire. Et à présent, alors entre-temps, il y a eu, j'allais oublier, un disque en allemand. Oui. Sur des leaders de Schubert, Eine Winterreise, donc le voyage d'hiver. Alors d'où il sort ce voyage d'hiver ? Alors, comme vous venez de le dire, je l'ai intitulé « Un voyage d'hiver » parce que c'est le nôtre avec Guillaume de Chassis, qui est un pianiste sublime, de jazz, mais pas que. C'est un habitué des navigations entre musique classique et musique et jazz. On s'est rencontrés grâce à Ariel Buteau, qui était productrice sur France Musique, à qui je dois énormément de rencontres décisives musicales de ma vie. Et en fait, je suis là depuis tout à l'heure à vous parler de mes disques, de chants populaires, de chants de prisonniers, mais ma véritable éducation musicale et mon amour total, si je partais sur une île déserte, c'est un disque de musique classique que j'emporterais. En fait, j'ai été éduquée musicalement par cette musique-là, par ma sœur qui était chanteuse lyrique, par le violoncelle que j'ai étudié 10 ans. Et en fait, je n'écoute quasiment que ça. Il s'avère que ma voix ne sonne pas lyrique, qu'elle sort pas lyrique. Je pourrais décider de la travailler lyrique et j'essaie d'avoir une technique rigoureuse, mais au service d'une voix qui donne l'air de ne pas être travaillée.
Et grâce à Ariel Buteau, grâce à des musiciens classiques qui m'ont donné confiance, j'ai compris qu'en fait, j'avais la même nécessité qu'avec le fado, c'est-à-dire qu'il y avait des chants qui me bercent depuis toujours, que j'aime par-dessus tout, en fait, que j'avais besoin, c'est même pas envie, besoin de chanter. Le Voyage d'hiver, moi, c'était mon disque du soir, quoi. Donc, je le connais par cœur. Fischer Discao, ma mère écoutait ça en boucle. Et quand j'ai rencontré Guillaume, je lui ai dit, écoute, en fait, j'ai envie de travailler ça. De travailler, je dis bien, hein, je ne pensais pas aller jusque-là. Pour s'offrir ce luxe avec un musicien merveilleux, de lire le texte, la partition telle quelle de Schubert, de progresser vocalement. Donc en fait, on s'est immergé là-dedans, mais on ne peut pas s'immerger dans Schubert comme ça. En fait, ça marque d'une manière indélébile. Et j'ai mis un petit bout de voix et je n'ai pas pu en sortir. Et on en a bossé 1, 2, 3, 10, pour arriver à 13 leaders sur les 24 du cycle. Et puis, on l'a donné en concert. Et puis, j'ai commencé à avoir des envies de lumière, de mise en scène, de scénographie. Je me suis tournée vers un metteur en scène que j'aime énormément, Christian Gagneron, qui nous a dit oui. Donc, on a travaillé. Tout ça m'a pris 5 ans, toutes les semaines. Ça a été un travail colossal. Et ça a donné une création d'une forme théâtrale en 2018 et un disque en 2020 et une reprise au Théâtre de l'Athénée. Donc c'est une forme qui existe théâtralement et sous forme purement concert récital. Et c'est un travail dont je n'aurais jamais terminé la recherche et l'expérimentation. Je trouve tout le temps des choses. La rencontre avec Guillaume, c'est merveilleux et on a d'autres envies, on continue, on a des dates qui se profilent. Et ça a été le début pour moi de me dire, y a un endroit où cette voix-là et tout mon bagage musical, je peux aussi chanter du classique. Et donc, nous allons arriver à Soul of Yiddish et pour introduire cette petite conversation que nous allons avoir sur ce nouvel album, nous allons écouter une chanson de l'album.
soll sein, als mein Gott ist im Ganzen nicht tot. In Träumen ist mir heller, in Träumen ist mir besser, in allem der Himmel ist bläuer von Blau. In Träumen ist mir heller, in Träumen ist mir besser, in allem der Himmel ist bläuer von Blau. Soll sein, als ihr sagen, ich werde verschwegen. Soll sein, als mein Liebschaft ist gar nur ein Traum. Doch steig ihr herüber die goldenen Bergen und guck auf mein Herz, größer wie der Räum. Doch steig ihr herüber die goldenen Bergen und guck auf mein Herz, größer wie der Räum. Soll sein, un poème de Yoïsef Papiernikov, un poète yiddish de Varsovie. Alors, je dois vous avouer qu'une orchestration, une harmonisation telle que celle que vous nous proposez de Soll sein, j'avais jamais entendu. Ce qui est formidable, parce que c'est pour le chanter comme les autres l'ont chanté, c'est moins intéressant. Donc, dites, ça donne un peu le goût de cet album. Oui, c'est-à-dire que les influences multiples existent et se frottent à la tradition, si tant est que je sois capable de la servir. C'est ce que j'ai toujours fait, de mélanger les musiques. Et ici, c'est Kevin Sedicki, le guitariste, qui a réalisé tous les arrangements de l'album, sauf le Kol Nidrei, qui a été arrangé par Christian-Pierre Lamarca, et qui a composé aussi. Kevin, c'est un musicien fabuleux, qui lui aussi a un bagage énorme, classique, jazz et musique du monde, beaucoup la musique d'Amérique du Sud. Et je lui ai confié l'entière réalisation de cet album parce que je suis extrêmement sensible à sa musique et à son jeu. C'est un grand rythmicien, c'est un percussionniste, guitariste. Et c'est vrai que ce Soll sein, justement, il a quelque chose d'assez fougueux. Et en fait, ça me plaît beaucoup. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le yiddish ou qui ne connaissent pas cette chanson, elle dit « Admettons que je construise mes châteaux en Espagne ». Donc, Papiernikov était un poète engagé aussi, il faut dire, il était sioniste. Et donc, la morale de sa chanson, c'est de dire « Peu importe le but du voyage, ce qui est important, c'est le chemin sur lequel on chemine ». Un très beau poème. Alors, dans votre album, Soul of Yiddish, qui est sorti début mars, on retrouve des noms connus de poètes, en fait. Vous avez choisi beaucoup, pas tous, mais en tout cas d'interpréter des chansons qui ont été au départ des poèmes. Itzik Manger, notamment, avec Mitfarmarte Eugen, ou alors Eufenweg, la chanson Eufenweg très connue, Eufenweg steht a Bäum. Oventlied aussi de Itzik Manger, mais on retrouve aussi Aaron Zeitlin avec la chanson très connue Donna Donna, bien sûr, qu'on a toujours beaucoup de plaisir à entendre, et en plus dans des nouvelles orchestrations, ou alors Leivik et Moishele Balpern, Die Goldene Pave, c'est Moishele Balpern. Exactement. C'est ça. Et donc, pourquoi avoir privilégié des poètes yiddish et non pas des chansons populaires, par exemple ? Il y a plusieurs réponses. Tout à l'heure, vous avez parlé du pan doré. Et en fait, c'est un petit peu le fil rouge de cet album, c'est-à-dire qu'il y a la figure d'une aile, d'un oiseau, d'une transformation possible dans quasiment chacune des chansons. C'est-à-dire que j'ai eu envie de faire figurer une créature qui est plutôt élevée et qui me permettait un envol. Ça, c'est la première réponse de pourquoi ces chansons-là. Ensuite, il y a mon rapport à la poésie, qui est que j'y suis extrêmement sensible, que j'ai toujours travaillé le texte, que j'ai une formation de comédienne, que j'ai besoin de mettre le nez dans les livres, de lire beaucoup, de lire de la poésie. J'adore ça, plus la prose, mais tout de même.
Et donc, j'ai eu envie de m'immerger dans des textes tout simplement qui me touchent parce que leur qualité littéraire vaut autant que leur qualité musicale. Nous allons nous interrompre sur le sujet de la sortie de votre album pour évoquer une activité de la Maison de la Culture Yiddish. Et dans quelques minutes, nous pourrons parler avec Sophie Bigot-Goldblum, qui se trouve à Jérusalem. Nous allons avoir au téléphone. Je voudrais faire part de l'organisation de la 10e université d'été de langue et de littérature yiddish, qui aura lieu à Paris du 9 au 27 août 2021, donc pendant 3 semaines. Alors la formule inédite cette année, l'université d'été a lieu depuis quelques années en alternance à Paris et à Berlin. La formule inédite cette année, c'est qu'elle sera à nouveau à la fois dans les locaux de la Maison de la Culture Yiddish, mais aussi accessible par Zoom, donc en présentiel et en virtuel, parce que, évidemment, les organisateurs ne savent pas à quelle sauce le virus va nous manger cet été. Donc, et en fait, les niveaux 1 et 2 seront possible en présentiel et en virtuel, mais en tout cas, si vous êtes débutant ou vous voulez vous inscrire en 2e année de Yiddish, vous pourrez venir à la Maison de la Culture Yiddish dans le 10e arrondissement de Paris pendant 3 semaines. Et pour les niveaux 3, 4, 5, eh bien, ce sera uniquement du virtuel avec 2 formules, soit 2 fois 1h30 par jour, c'est-à-dire 3 heures de cours de Yiddish par jour, ce qui est en général le cas quand à l'université d'été, il y a 3 heures tous les matins de Yiddish, soit à mi-temps, c'est-à-dire 1h30 seulement de Yiddish par jour, c'est-à-dire 12h30 sur 3 semaines. Voilà, nous allons pouvoir parler avec Sophie Bigot. Vous êtes à Jérusalem, donc bonjour. Bonjour. Ah, il faut que je mette mon casque. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, merci. Vous pouvez sans doute plus sortir que nous en ce moment en Israël, je suppose. Oui, mais j'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie et de voir monter mon emploi du temps, donc je vais rester discrète. C'est gentil, c'est gentil. Alors, Sophie, vous avez été étudiante à l'université de Berlin l'année dernière, je crois. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et j'avais envie que vous nous fassiez un retour d'expérience, comme on dit de nos jours, c'est-à-dire vous nous racontiez un petit peu quels plaisirs vous y avez trouvés, quels enseignements, quel intérêt dans cette université d'été. Alors, plus qu'un retour d'expérience, je pense que je vais faire du lobbying pour le séminaire, parce que c'est simplement une expérience qui a été pour moi vraiment fabuleuse, et je dis ça en y étant arrivée vraiment par hasard en fait. Je suis pas initialement quelqu'un qui m'intéressait tant que ça au yiddish. C'était plus un prétexte pour être à Berlin un été supplémentaire, et je suis vraiment tombée dedans en fait par la passion des enseignants, par aussi juste la qualité du programme, et aussi l'ambiance en fait vraiment formidable qu'il y avait au séminaire. Vous étiez en débutante ? Ah oui, absolument. Oui. Et alors, quand vous dites l'ambiance, qu'est-ce que vous entendez par là ? Je veux dire qu'il y avait déjà le programme est fait de telle sorte que au cours, je dirais plus traditionnel, plus scolaire du matin, s'ajoutent des ateliers déjà plus ludiques l'après-midi, et les étudiants entre eux, à la pause café déjà, mais aussi après les cours, en fait, tout naturellement, juste passer beaucoup de temps ensemble. Et j'ai créé des relations que j'entretiens jusqu'à aujourd'hui. On avait même un groupe WhatsApp de notre groupe portant débutants qui était uniquement Alfie Yiddish, qui a duré pendant encore 1 an après la fin du séminaire, pour vous donner une illustration un peu. Donc cette année, ça va être un petit peu différent puisqu'il y aura une partie en virtuel, mais pour avoir animé et participé à des rencontres sur Zoom organisées par la Maison de la Culture Yiddish, il y a une habitude maintenant, c'est d'ouvrir les séances et les micros
un petit peu avant, une demi-heure avant, et de le fermer une demi-heure après, de façon à effectivement retrouver cette convivialité, parce que ces séances réunissent des gens du monde entier, des gens parfois qui se connaissent parce qu'ils sont déjà venus à des universités d'été les années précédentes, et donc qui ont énormément de plaisir à se retrouver d'une rencontre à l'autre. Et gageons que pour la session de cet été, l'été prochain, donc du 9 au 27 août, ce sera organisé de telle sorte à ce que la convivialité soit au rendez-vous. C'est la marque de la Maison de la Culture Yiddish de donner un enseignement de qualité, mais toujours avec beaucoup de cœur, beaucoup d'âme, n'est-ce pas Noémie, et beaucoup de plaisir. Le Yiddish appris avec plaisir. Donc vous avez, vous disiez que, Sophie, que vous aviez continué à faire du Yiddish après cette université d'été, dans un atelier de conversation, c'est ça ? Oui, un petit peu. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous venez de dire. Si jamais il y a des auditrices ou des auditeurs qui nous écoutent et qui sont nouveaux dans ce monde-là, oui, vous avez tout à fait raison de dire que le monde du Yiddish, c'est un monde, c'est un petit monde en fait de passionnés qui se retrouvent de lieu en lieu, à New York, en Grèce, en Israël, à Paris. Mais ce que je veux dire, en tout cas, je vais t'apporter mon témoignage de néophyte absolu que j'étais il y a 2 ans et que je suis en grande partie encore. C'était aussi un univers qui est très ouvert en fait aux nouveaux venus et très heureux de voir des nouveaux visages et du sang neuf. Donc, faut vraiment pas avoir peur de s'inscrire, même si on ne connaît personne et qu'on ne connaît rien au Yiddish. Alors, est-ce que vous avez l'intention cet été de vous inscrire à l'université de langue et de littérature yiddish, Sophie ? C'est difficile à dire à cause du corona et de ma situation personnelle, mais en tout cas, j'espère continuer le Yiddish sous une forme ou une autre. Vu votre enthousiasme, je suis sûr qu'on se retrouvera dans un endroit ou dans un autre. Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Je vous souhaite bon vent et bon courage dans ces moments. Et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Au revoir. Alors, je voudrais préciser, vous pourrez retrouver toutes les informations concernant l'université d'été de langue et de littérature yiddish sur le site de la Maison de la Culture Yiddish. Vous pouvez pas taper yiddishparis.com, Yiddish Paris en un mot.com. Yiddish, ça s'écrit Y-I-2-D-I-S-H, paris.com, ou alors vous tapez Maison de la Culture Yiddish, vous tomberez dessus. Mais je voudrais préciser aussi que cette année, nous avons trouvé un mécène absolument extraordinaire en la personne de la Fondation Felsen aux États-Unis et qui a proposé à Maison de la Culture Yiddish de quintupler les dons. C'est-à-dire que si vous faites un don à la Maison de la Culture Yiddish avant le 15 avril pour permettre à un étudiant de s'inscrire au cours, un étudiant nécessiteux de s'inscrire au cours, eh bien, le Monsieur Felsen va multiplier par 5 votre don. Donc, si vous donnez 100 €, Monsieur Felsen mettra 500 €. Voilà. Donc, vous pouvez aussi retrouver tous les détails concernant cette générosité à laquelle je vous invite. Personnellement, j'ai déjà fait mon don sur le site de la Maison de la Culture Yiddish ou à l'adresse yiddishparis.com. Noémie, Noémie Weisfeld, est-ce que vous avez déjà participé à une université d'été ? Je savais que vous alliez me poser cette question. Oui, bien sûr. Et je dois malheureusement répondre non, pour la simple et bonne raison que l'été, pour moi, c'est un moment où je travaille énormément, où je donne beaucoup de concerts et où je n'ai jamais réussi à prendre ce temps, au grand regret de mon cher Yitzhak Niborski. Je n'ai jamais réussi à m'organiser. C'est un moment où je suis sur les festivals et c'est compliqué. C'est un moment dense pour moi dans l'année. Bien sûr. Mais vous disiez que vous aviez suivi des cours à la Maison de la Culture Yiddish. Oui, à l'INALCO. Et puis je dois dire que chaque fois que je passais dans les couloirs et que je vous voyais en cours particulier avec Yitzhak Niborski derrière la vitre, je me disais, Noémie a énormément de chance. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ce qui est regrettable pour moi, c'est que le chant, c'est une rigueur et une exigence telle. C'est comme le fait d'avoir arrêté le violoncelle. En fait, je n'arrive pas plus à tout faire et que je me suis vraiment astreinte à une grande rigueur avec les langues et je ne peux plus suivre par rapport à l'activité vocale que j'ai. Bien sûr.
Bien sûr. Nous revenons au disque que vous venez de faire paraître, qui vient de paraître début mars, The Soul of Yiddish, l'âme du Yiddish. Donc nous étions en train de converser avant de nous interrompre sur le contenu de ce disque. Vous disiez que vous étiez particulièrement sensible à la parole des poètes parce que vous aimez la poésie. Donc j'ai cité des poètes connus qui apparaissent dans ce volume, dans cet album. En revanche, il y a une poétesse qui est moins connue, qui s'appelle Rivke Koppe, qui était une poétesse parisienne. Et j'étais très surpris de la voir apparaître, parce que c'est pas une poétesse qu'on lit souvent. Moi, je la connais bien, parce qu'à la Maison de la Culture Yiddish, on a tous ses livres, et on recevait très souvent des livres en de nombreux exemplaires que les gens avaient chez eux. Quand ils nous donnaient les bibliothèques de leurs parents ou de leurs grands-parents, il y avait souvent des livres de Rivke Koppe. Et nous avons aussi reçu ses archives personnelles qui sont conservées à la Maison de la Culture Yiddish. Mais alors, comment êtes-vous arrivé à Rivke Koppe, Noémie Weisfeld ? Et c'est un hasard heureux et chanceux pour moi, parce qu'un jour, j'ai reçu un de ses poèmes par tout simplement la maman de mon compagnon. Votre compagnon qui s'appelle ? Donc Antoine Rosenbaum. Qui est aussi un de vos musiciens. Ouais, normalement, je ne le dis pas, mais en fait, avec la question de Rivka Koppe, forcément, ça devient une affaire familiale. Oui, mais moi, je suis une vieille commère, vous savez, je balance. Bon, très bien, comme ça, le monde entier saura. C'est-à-dire qu'en fait, Rivka Koppe était la grande-tante d'Antoine, mon compagnon. Et sa maman, puisque c'est du côté de sa maman, avait... Elle savait, mais je ne sais pas si elle savait réellement la poétesse que c'était. Elle avait récupéré des archives, des poèmes, et un jour elle m'a envoyé un poème, et puis j'ai pas réagi tout de suite, puis on en a reparlé, et le jour où j'ai été prête à comprendre ce qu'elle venait de me partager, ça a été un choc, parce que j'ai découvert une poésie incroyable, qui m'a beaucoup touchée, et j'étais en pleine réflexion sur ce prochain album, et j'ai senti que ça me titillait. Je me suis dit, non mais là, il y a quelque chose, il faut que je comprenne. Donc je me suis mise en relation avec la tante d'Antoine, donc la nièce en fait de Rivka Koppe, qui m'a raconté qui elle était, sa tante, son histoire, New York, et en même temps elle aidait son mari dans la boutique de confection textile. Et pourquoi New York ? Elle a vécu Alors, New York ? je ne sais pas exactement, et j'ai contacté le YIVO, ils n'ont pas d'éléments à son sujet. En fait, je suis au début de mes recherches, c'est-à-dire que j'ai contacté Masha Fogel, que vous connaissez bien sur l'antenne. Qui est une grande yiddishiste. Grande, merveilleuse yiddishiste, journaliste. Bon, elle est remarquable à plein de points de vue. Et elle est aussi remarquable parce que le yiddish est sa langue maternelle. Oui, ce qui me fascine. Alors que c'est une jeune femme de 40 ans, enfin voilà, ce qui est quand même assez rare de nos Et jours. justement, quand elle lit la poésie en yiddish, c'est extrêmement savoureux et puissant. Et j'ai appelé Masha, je lui ai dit, est-ce que tu veux bien lire ? Parce que moi, mon niveau d'yiddish ne me permet pas de comprendre complètement. J'ai juste une impression de quelque chose d'exceptionnel. Et je lui ai dit, je ressens une sorte de Marina Tsvetaeva yiddish. Et elle m'a rappelé en me disant, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est une Marina Tsvetaeva solaire. Donc je me suis dit, non, mais c'est exceptionnel, quoi. Une poétesse solaire en yiddish, ça venait ouvrir d'autres horizons pour moi de ma perception de cette langue et des poètes. Et j'ai demandé à Masha de m'aider à choisir 2 poèmes, uniquement 2 pour cet album Soul of Yiddish, mais j'ai vraiment envie d'aller plus loin dans ma rencontre avec cette poétesse. Donc je vais aller à la Maison de la Culture Yiddish bientôt. Je pensais trouver des choses à New York, mais pour l'instant, il n'y a rien. Et c'est une poésie qui m'a beaucoup fait penser à une lignée de femmes, donc Marina Tsvetaeva ou une Diana Arbus, ou pour aller un peu trop loin, même une Sophie Calle. C'est-à-dire qu'en fait, elle... Donc la photographe, installatrice, etc. C'est-à-dire que l'expérience poétique passe aussi à travers son propre corps. Elle se met en jeu, en scène, et elle se confronte au cosmos. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup émue à la lecture de sa poésie. J'ai un
poèmes dans mon album qui s'appelle Autoportrait. En 2 parties, autoportrait 1, autoportrait 2. Alors ça, c'est nous qui l'avons coupé en 2. Ah oui, okay. Elle, c'est autoportrait tout court. Et en fait, elle se met en scène face à la nuit, face au vent. Elle se cogne aux vagues. Il y a quelque chose d'une... On sent le sang qui circule très fort. Et une confrontation au monde et aux éléments. Et ça, c'est complètement personnel. C'est mon goût, mais ça m'a beaucoup touchée. J'y ai été très sensible, donc j'ai vraiment envie d'aller plus loin dans cette poésie. Et cadeau, ça vient de ma belle famille. On remarque souvent chez les poétesses yiddish, parce qu'il y en a eu un certain nombre, et c'est peut-être une théorie littéraire qu'on avance, à savoir de dire que dans la culture juive, la société juive, les femmes n'étaient pas forcément mises au premier rang. Donc celles qui écrivaient, elles se sentaient totalement libres, comme le sont les marginaux. Quand on est marginal, on n'a rien à perdre finalement. Et du coup, il y a une grande liberté souvent dans la poésie yiddish écrite par des femmes. Alors, on va redevenir très terre à terre. Je voulais juste savoir, puisque je vous ai dit que j'étais une vieille commère, si Rivke Koppé était de la famille de Jean-François Koppé. Vous qui vous connaissez la famille. Non, je ne crois pas. Ok. Bon, revenons à des choses beaucoup plus sérieuses. Et j'ai envie... Alors là aussi, il y a autre chose qui m'a interpellé. Vous parliez de femmes, de poésie de femmes. Et dans votre disque, il y a une chanson de Barbara qui a été traduite en yiddish, traduite par... Masha Fogel. Masha Fogel. Donc nous allons l'écouter tout bientôt. Mais est-ce que vous avez un tropisme pour Barbara ? C'est une autre femme de ma vie que j'écoute énormément. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça un peu triste, un peu sombre. Moi, ça me bouleverse. Elle fait partie des gens dont j'ai besoin pour tenir debout. Elle fait partie de ces paroliers qui sont de véritables poètes, des mélodies inoubliables et sublimes. Et en fait, j'ai un autre ensemble avec 2 violoncellistes. Vous savez que le violoncelle est mon instrument fétiche, favori, que j'ai moi-même pratiqué et bêtement arrêté. Alors pour supporter d'avoir arrêté, je travaille dès que je peux aux côtés du violoncelle. Et j'ai un ensemble avec 2 violoncellistes, pas 1 mais 2. Juliette Salmona, qui est la violoncelliste du Quatuor Zaïd, et Louis Rode, qui est le violoncelliste du trio Karénine. Et tous les 3, on a un répertoire autour de chants judéo-espagnols et de Barbara, entrecoupé de pièces d'Elisabeth Jacquet de la Guerre ou de Vivaldi. C'est un programme assez éclectique qu'on a donné quelques fois en concert et qui va sûrement faire l'objet d'un disque prochainement. Et ça, c'était un rêve depuis longtemps de chanter du Barbara. C'est pas évident, hein, elle est beaucoup reprise depuis quelques temps. Évident. Et j'ai la chance d'être accompagnée par un grand monsieur qui s'appelle Yann Olivier. Alors, c'est très chic, il est mon manager. Et en fait, l'idée vient de lui. Pendant le premier confinement, alors que j'étais dans mes Cévennes chéries, il m'a dit, tu sais, Soul of Yiddish, qui est donc l'âme du Yiddish, mais qui est peut-être un dépôt de la mienne, d'âme, du moins en ce moment. Il me disait, ce serait beau que tu puisses faire un lien avec Barbara, puisque tu le chantes avec Louis et Juliette. Et comme je l'ai fait pour le fado, donner au Yiddish un petit bout de son répertoire, de son patrimoine musical européen. Il me disait, moi, je l'entends ça, ce Barbara en Yiddish. Et je l'ai écouté. C'est vrai que souvent, ce genre d'idées viennent de moi, et j'ai adoré qu'il ait une idée aussi farfelue et pourtant tellement évidente. Alors, on va écouter À peine, la chanson À peine, mais chantée en yiddish. Schon
allein die Hand. Kein Mäuf geweckt heraus von Schlaf, mit keinem geöffneten Augen. Suchst du schein die Hand meine, die krieg es meine Glitsche zu tun. Der weiße Fachtag auf wie Platz. Ich schein bald der Rieber, bald da weg. Guck durch ein Fenster, als euch schein. Guck hat Tag scheine. Jeder Tag hebt sich wieder an. Wir willen sich, wir wollten sich. Was tun wir? Verblondet, zerrischt, mir schlagt sich. Es läuft und der Wind und Feuer. Wie viel Mal verblondet, zerrissen? Wie viel Mal verblondet, gefunden? Bleiben wir wie Stammen vergafft. Ihr folgt nicht, ihr hört nicht. Und plötzlich wär ich am Aller. Ach, weil ich bin hier, du vertrinkt sich. Und um dir dreh sich herum. Hängt sich auf, die Zeit kaum gefangen. Frühling, Winter, Röschen, Sommer. Gedenkst, dass sie's nicht gewinn. Frühling, Winter, Röschen, Sommer. Mein Gestalt hast du kaum noch gesehen. Mir erkennt, hast du gleich Teiche. Hast du mehr kaum hast du getan. Ich hab dich schon ausgeklebt. Du folgst nicht, du hörst nicht. Plötzlich wärst du am Aller. Ach, Fali bist du, ich verdring sich. Du bist meine Kraft und ihr dein Teure. Guck eine Silhouette finsterer. In dem Räuscher sehst dich kaum. Du guckst auf mich, du passt auf mir. Du willst nicht hören, schweig ich mir. In der Feitens klappt der Tisch. Es geht der Regen, es klingt paniken. Jetzt lebt man auf der Welt. Aber wir sind du mein Lieber. Die Zeit fliegt, als man liebt sich. Kaum haben wir verstanden. Als die Nacht ist schon vorbei. Eine leichte Nacht, eine geringe Nacht. Deine Lippen auf mein Gürtel. In draußen ist schwarz und finster. Tust da bis mir schlaf ihr sie rein. Wenn ich schlaf schon lieber dein Heim. Kaum verweckt hast du mich schon. Und du liegst sich schlafen schon. Dein Körper leben meins wird schwerer. A gute Nacht, mein Lieblinger. Alors je vous tire mon chapeau parce que c'est sans doute une des chansons de Barbara les plus difficiles à chanter. Et vous savez à quoi j'ai pensé pendant que j'écoutais cette chanson ? En fait, pour vous faire une confidence, j'étais aux obsèques de Barbara. Je suis jamais allé aux obsèques d'une personne illustre, à part Barbara, parce que moi aussi, son œuvre me traverse et m'aide à vivre. Et j'ai pensé que si elle écoutait votre chanson, je pense qu'elle aurait des frissons. Elle qui est enterrée dans le caveau de la famille Brodsky, qui était sa famille maternelle au cimetière de Bagneux. J'ai pensé qu'elle aurait des frissons. Voilà. Alors pour
clore cette émission, de nos jours, on fait comment pour acheter un disque de Noémie Weisfeld? C'est un CD? Ce sont des choses qu'on télécharge? C'est une bonne question. Depuis le 3e confinement, je ne sais plus trop. Alors, moi, ce que j'ai fabriqué comme objet, c'est un disque et un vinyle, figurez-vous, pour la première fois. Il existe aussi en vinyle. Il existe aussi en vinyle. Alors, dans le vinyle, il n'y a pas tous les morceaux, évidemment, puisqu'on C'est peut plus court, oui. moins contenir de musique. Et il y a un morceau inédit que vous connaissez, qui est Stiller. Stiller. Donc, le disque... C'est Kaczerginski, c'est ça? Oui, exactement. Stiller, ouais. C'est magnifique. Héros du ghetto de Vilno. Ouais. Donc le disque, il y a 13 titres, le vinyle, il n'y en a que 6 ou 7. C'est évidemment disponible sur toutes les plateformes digitales, comme on dit aujourd'hui. Alors il y en a plein, Qobuz, Spotify, Deezer, etc. Apple. J'ai regardé sur Apple, moi, ce matin. Très bien. Et je crois que les disquaires sont ouverts, mais est-ce que disquaire veut dire Fnac ? Je n'en sais rien. Donc il faut vérifier. Donc je crois que le mieux, c'est de le commander et de le recevoir chez soi par la poste. Voilà, entendu, très bien. Est-ce qu'il est en vente à la Maison de la Culture Yiddish? Pas encore, je alors, pense. il faut le faire. Mais je viens à la Maison de la Culture Parce que la Maison de la Yiddish. Culture Yiddish est ouverte. Donc, Oui, et je vais d'ailleurs avoir on peut- l'immense plaisir d'avoir un moment de rencontre Absolument. avec la journaliste Marjorie Bertin, Et c'est programmé pour quand? le 6 mai. Le 6 mai. Mais vous aurez D'accord. les informations très bientôt, on est en train de préparer tout ça. Noémie Weisfeld, je vous remercie. Je rappelle que vous avez fait paraître un disque qui s'appelle Soul of Yiddish début mars et qui est disponible partout, y compris en téléchargement. J'aurais voulu encore aborder plein de sujets avec vous, notamment de savoir ce que vous chantiez dans vos récitals. Bon, les récitals pour l'instant sont un peu limités, Oui. mais je vous souhaite tous mes vœux et je vous souhaite de pouvoir vous retrouver sur scène très bientôt, cet été j'espère. Vous me disiez que vos dates étaient annulées les unes après les autres, pour mars. Mars-avril, c'est sûr que ouais. ça n'aura pas lieu. À partir du mois de mai, il y a d'ailleurs la sortie de l'album de Soul of Yiddish, normalement le 11 mai au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Si c'est pas le 11 mai, ce sera le 8 juin. Si c'est pas le 8 juin, je ne sais pas. Bon, on commence à avoir l'habitude de ces choses qui se décalent Voilà, mais d'un il y mois a à l'autre. Je absolument- croise les doigts pour que ce soit le 11 Moi aussi, mai. mais il y a plein de dates à venir et j'espère. Et je vous souhaite tous mes vœux pour la sortie de cet album. Et Merci revenez pour quand vous cet voulez. échange. Weil das ist die größte Freude bei sei. Und als Gott helft, sie sehen unter der Gruppe das Kind stehen, geht der Tate zu der Klezmer a Geschrei. Nu lo mir alle tanzen, it's der Duet. Kille a Freilach. Kille, nu geh hop, 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 hop. Das ganze Leben hat der Welt die Bobkille. Nu lo mir gehen a Tanzel, wie lang es los sich noch. Ai, 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 geht, doch das so geht. Lo mir alle tanzen, du in der Rhythm. Ai, 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 geht, doch das so geht. Mädel nehmen a Buche.